Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à nouveau nombreux et nombreuses. Je vois que le changement de salle ne vous a pas trop perturbé. Si, j'entends quand même. Mais voilà, vous avez trouvé la salle. Donc merci d'être là pour la 4e et déjà dernière conférence du professeur David Bell. Le temps passe vite. Voilà, et donc nous allons enfin avoir le fin mot de l'affaire, les solutions, les réponses à toutes les questions qui ont été posées et soulevées. Et donc voilà, je lui laisse la parole et puis on aura ensuite un temps d'échange à la fois sur la conférence d'aujourd'hui, et puis ce sera peut-être, si vous le souhaitez, l'occasion de revenir sur des points donc, de cet ensemble qui formait donc, un ensemble cohérent. David, je te cède la parole. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup pour ceux qui ont suivi ce cycle de conférences. Je suis très reconnaissant. Je tiens aussi à remercier très vivement Antoine Lilti pour son invitation à faire ce cycle de cours. Et je suis également reconnaissant à Roberto Paiva pour tout ce qu'il a fait pour m'aider durant mon séjour au Collège de France. Pour cette dernière conférence, en fait, je voudrais partir de ce que j'ai dit jusqu'ici pour réfléchir à un sujet qui est cher à M. Lilti, c'est-à-dire l'héritage des Lumières. Comme nous le savons tous, les débats autour des Lumières demeurent très vifs au XXIe siècle. Il y a des débats qui sont principalement d'ordre savant. Par exemple, faut-il parler de lumière multiple ou plurielle, de lumière globale, de lumière tiraillée entre un courant radical et un courant modéré? Les lumières ont-elles même eu lieu? Un livre tout récent du conservateur anglais Jonathan Clark, que vous voyez là la couverture, affirme que non. Il insiste sur le fait que les Lumières, entre guillemets, sont un mythe inventé au XXe siècle pour fournir une généalogie impressionnante au mouvement de réforme progressiste contemporain. Et puis, après ces débats qui sont plutôt d'ordre savant, il y a des débats qui se poursuivent sur un terrain politique et culturel plus large. Les Lumières ont-elles engendré le racisme moderne, l'impérialisme moderne, voire le totalitarisme? Ou bien nous offrent-elles le seul chemin possible vers le salut? Faut-il donc défendre les Lumières à tout prix, comme l'affirment beaucoup d'intellectuels aux États-Unis, en France et ailleurs? Il peut paraître un peu étrange d'attribuer tant de responsabilités aux seules Lumières. Il existe peu d'écrivains, peu de livres qui soutiennent que tous les maux du monde contemporain trouvent leur origine dans la Renaissance ou qu'il faut défendre à tout prix les principes du haut Moyen-Âge. Mais lorsque nous cherchons les origines du monde contemporain, nous pensons immédiatement aux Lumières. Parfois, sans nous en rendre compte, nous demeurons sous l'influence des révolutionnaires français qui voyaient dans les Lumières l'origine des révolutions qui avaient façonné le monde des démocraties. Et parfois, sans nous en rendre compte, nous continuons à faire confiance aux philosophes eux-mêmes, des philosophes des Lumières, qui insistaient sur la nouveauté radicale du moment qu'ils vivaient et qu'ils contribuaient à créer. Par exemple, d'Alembert, je le cite, « Le milieu du siècle où nous vivons paraît destiné à faire époque, non seulement dans l'histoire de l'esprit humain, par la révolution qui semble se préparer dans nos idées, mais encore dans l'histoire des États et des empires. Il demeure très facile soit de prendre de telles déclarations au pied de la lettre et y croire, soit de les retourner et de transformer les éloges en actes d'accusation. Comme Antoine Lilti l'a observé dans son livre, nous devrions éviter des jugements univoques de ce genre. Les Lumières ne forment pas un bloc. Elles contiennent de multiples ambivalences, comme par exemple dans l'idée d'universalisme qu'Antoine Lilti a exploré dans son cours cette année et l'année dernière ici au Collège de France. Je vais aborder des ambivalences moi aussi dans cette conférence, mais elles ne concernent pas les tensions entre différents courants ou écoles de pensée, ni celles qui existaient entre penseurs ou entre pays. Comme je l'ai dit lors des 2 dernières conférences, je considère que l'idée de lumière multiple ou plurielle possède une utilité assez limitée. En effet, si les réponses aux questions sont parfois très différentes,
tout comme les styles dans lesquels elles sont formulées, les questions, elles, restent les mêmes. Les ambivalences que j'aimerais souligner aujourd'hui sont plutôt d'ordre temporel et concernent les différentes phases des Lumières. Car les Lumières en tant que phénomène ont bien sûr une histoire, elles ont connu une évolution, quelque chose de fondamental a changé au cours du siècle, quelque chose qui explique en partie pourquoi les Lumières ont suscité tant de débats confus et amers sur leurs conséquences et sur leur signification. En posant cette hypothèse, je vais suivre l'exemple d'un très grand historien qui fut aussi mon maître, Robert Darnton, mais l'évolution que je voudrais souligner n'est pas celle qu'il a décrite dans sa célèbre analyse de ce qu'il a appelé d'un côté les hautes lumières et puis après les pauvres diables de la littérature qui leur ont fait concurrence vers la fin de l'Ancien Régime. L'évolution que je voudrais souligner est autre, et à mon avis, elle n'a pas attiré suffisamment d'attention de la part des historiens des Lumières. Il va sans dire que dans une seule conférence, tout ce que je peux faire est de vous proposer une très courte esquisse de ces idées, ainsi que quelques exemples. Je vais donc me baser sur la discussion d'un roman du XVIIIe siècle qui illustre très bien les points que je voudrais défendre. Le roman en question est un roman allemand, assez peu connu de nos jours, mais qui était très connu à l'époque et avait un grand succès à l'époque. Il avait le nom de Faustin ou Faustin, oder das philosophische Jahrhundert, c'est-à-dire en français Faustin ou le siècle philosophique. C'était publié en 1783. Il connut une popularité courte, mais assez intense. Sur une période de 5 ans, on dénombre au moins 7 éditions, une suite publiée sans autorisation de l'auteur et une traduction française que vous voyez là. L'auteur, un Bavarois de 33 ans, du nom de Johann Petzel, était déjà connu comme un ennemi acharné de l'Église catholique. Après plusieurs années de noviciat malheureux, il avait abandonné la carrière monacale et publié un mémoire féroce au sujet du clergé régulier. Le roman, qui était un roman assez important, au moins pendant quelques années, ce roman fut reçu des deux côtés du Rhin comme le Candide des Allemands, le Candide allemand, et en effet, la dette de Johann Petzel envers Voltaire est tout à fait évidente. Faustin est l'histoire satirique d'un adolescent naïf et innocent, issu d'une famille modeste, dont le précepteur pense que le monde est dans le meilleur état possible. Chassé de son foyer, ce jeune homme vit une série d'aventures douloureuses à travers l'Europe et l'Amérique, à l'issue desquelles il est désillusionné, mais peut-être un peu plus sage. Voilà donc évidemment un peu l'histoire de Candide. Cela dit, les différences avec Candide sont importantes aussi. Le précepteur, qui s'appelle le père Boniface, n'est pas un adepte de Leibniz, comme le Pangloss de Candide. Il est un adepte de qui? De Voltaire lui-même. Joli retournement. Il ne croit pas, le père Boniface ne croit pas vivre dans le meilleur des mondes, mais dans ce qu'il appelle un siècle philosophique. La désillusion du jeune Faustin se produit justement par rapport à cette croyance. Ce qu'il apprend au fil de ses mésaventures, c'est que les écrits des philosophes n'ont rien changé au monde. Malgré tous les beaux raisonnements de Voltaire, de Montesquieu, de d'Alembert et d'autres, la société européenne demeure tout autant en proie à la superstition, à l'intolérance, à la cruauté et à l'exploitation de l'homme par l'homme. Et je note ici en passant une différence assez frappante avec Candide. Vous vous souvenez tous de l'épisode du roman de Voltaire où Candide fait la connaissance en Amérique du Sud d'un esclave grièvement mutilé qui lui dit « C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe ». C'est un épisode marquant, mais dans le roman de Voltaire, très très bref, et Candide ne fait rien pour aider l'esclave. Johann Petzel, en revanche, consacre tout un chapitre à la traite des esclaves et il met en exergue le meurtre de 150 d'entre eux, jetés à la mer par un capitaine pour assurer les vivres de l'équipage. Mais je voudrais ici attirer l'attention sur 4 éléments particuliers de ce roman. Tout d'abord, malgré la désillusion du jeune Faustin, nous avons ici l'une des prises de conscience les plus explicites et les plus remarquables de l'époque, qu'il existait bel et bien un phénomène cohérent qui s'appelait les Lumières, die Aufklärung en allemand.
Petzl utilise ce mot de Aufklärung pas moins de 63 fois dans le roman. Je cite en allemand die Fortschritte der Aufklärung, der Tempel der Aufklärung, die Feinde der Aufklärung, der Sieg der Aufklärung, ein Monument der Aufklärung, etc. C'est-à-dire le progrès des Lumières, le temple, les ennemis, la victoire des Lumières, un monument des Lumières, même l'illumination du genre humain tout entier. La Aufklärung de Petzl n'est pas un mouvement, mais c'est un phénomène qui déferle à travers l'Europe. Elle est étroitement liée à l'idée que l'humanité vit désormais dans un siècle philosophique. Certes, l'auteur évoque cette Aufklärung pour la critiquer dans une certaine mesure, mais il reconnaît quand même qu'elle existe. Entre parenthèses, je voudrais aussi ici émettre une petite hypothèse quant à la place de ce roman ou plutôt la relation de ce roman avec un des textes les plus connus de romans, des Lumières. Je note que ce roman, qui critique la philosophie française, a paru juste quelques mois avant qu'un pasteur allemand du nom de Johann Zöllner n'écrive un essai pour le périodique Berliner Monatsschrift dans lequel il se plaint de la menace posée au patriotisme allemand par ce qu'il appelle la charlatanerie française. Cette charlatanerie qui parlerait selon lui au nom des Lumières, im Namen der Aufklärung. Et Zöllner ajoute une note fameuse qui pose la question « Was ist Aufklärung ?» Qu'est-ce que les Lumières? Et c'est en réponse à cette question qu'Immanuel Kant écrira son essai célèbre sur le thème, un an plus tard, dans le même journal. Je me demande s'il existe peut-être un lien jusque-là inaperçu entre l'essai d'Immanuel Kant et ce roman de Johann Petzl, qui parle incessamment des Lumières der Aufklärung. En tout cas, lorsque Jonathan Clark, ce conservateur anglais, prétend que les Lumières n'ont pas existé, ou plutôt n'étaient pas reconnues comme telles au XVIIIe siècle, je voudrais lui dire, il faut lire Johann Petzl. En quoi consistent les Lumières de Johann Petzl? Voici le deuxième élément frappant du roman. Vers le début, le précepteur Boniface fait l'éloge de ce soi-disant siècle philosophique. Mais il ne parle ni d'auteur, ni d'œuvre canonique. Voici ce qu'il dit, je cite en français, « Nous avons des écoles de province et des académies, des journaux et des magazines, des bibliothèques et des recueils, des gazettes politiques, littéraires, économiques, médecine, de théâtre, des almanachs et des livres portables, des encyclopédies et des dictionnaires, des annales et des lexiques, des instituts de philanthropie et de prédication, des écoles de niveaux différents, des muséums, des instituteurs, des livres élémentaires et pédagogiques, des sociétés économiques et patriotiques, des cabinets de lecture, des bibliothèques de lecture, des tabagies politiques et littéraires. » Fin de citation, longue citation, pardon. Ce qu'il évoque ici, en fait, ce sont les structures et les pratiques dont j'ai parlé dans ma première conférence, des structures et des pratiques d'enseignement, mais aussi des formes de participation des lecteurs à la culture éclairée. Comme je l'ai dit, c'est grâce à ces structures et à ces pratiques que la lecture ne prenait pas une forme passive au siècle des Lumières. Les hommes et les femmes pouvaient désormais choisir parmi différents produits culturels, exprimer leurs opinions à leur sujet et tenter de diverses manières de participer même à leur production. Ce sont des structures et des pratiques qui portaient l'empreinte des changements sociaux du siècle, et en particulier ceux de la révolution de la consommation, qui renforçaient l'autonomie personnelle et les possibilités de culture de soi d'un public large et croissant. Je pense, autrement dit, que Johann Petzl était un bon sociologue de la culture littéraire de l'époque. Mais comme je l'ai dit, le roman est satirique, et cette évocation d'un nouveau paysage culturel est censée illustrer l'optimisme naïf du précepteur et de son jeune élève. Le reste du roman montre que ces structures et ces pratiques seules n'ont pas l'effet souhaité. Malgré toute cette activité ambitieuse, le monde reste aussi obstinément privé de lumière qu'auparavant. Mais pourquoi ? Cela me mène au troisième élément du livre que je voudrais ici mettre en exergue. Il y a ici encore une différence entre Faustin et Candide. Dans le roman de Voltaire, les forces du mal qui désolent le monde sont la superstition, l'intolérance, la stupidité, la cruauté et l'avarice qui frappent surtout les personnes les plus vulnérables. Voltaire les décrit comme des réalités presque éternelles, existant depuis toujours, sans grand changement. Il n'y a rien qui puisse les combattre de manière efficace.
Dans le roman de Johann Tetzel, les mêmes forces sont invoquées. Mais il y a quelque chose qui leur résiste. Et ce sont les Lumières, die Aufklärung. Et à cause de cette opposition, les défenseurs de l'intolérance ne frappent pas aveuglément les plus vulnérables. Ils ont une cible plus précise. En effet, une grande partie des atrocités décrites dans le roman est commise contre des figures associées aux Lumières, les philosophes français et tous ceux qui les soutiennent. Le père Boniface lui-même est jeté en prison parce que les autorités de la ville pensent, et je cite, que les encyclopédistes étaient en bloc les apôtres du diable, et l'encyclopédie même la Bible de Beelzebub. Un autre lecteur des philosophes est dénoncé comme un corrupteur des mœurs, un novateur. Voltaire lui-même est condamné dans le roman par quelques prêtres comme l'apôtre de l'incrédulité, le chef de l'antichristianisme, le patriarche économique du déisme et de l'impiété. Vers la fin du roman, le jeune Faustin observe, et je cite, que si un seul feuillet de papier dit autre chose que ce qu'il est ordonné de dire ou de penser, quel tumulte, quel bruit aux quatre coins. Parlement, synode, consistoire, faculté, hauts et bas tribunaux, tout s'émeut, tout s'assemble, tout dénonce le téméraire, tout à la fois répète à l'ennemi des rois, à l'hétérodoxe, à l'hérétique, à l'incrédule, au séducteur. Dans Candide, la possibilité d'un monde meilleur n'est incarnée que par la société mythique et inaccessible d'Eldorado au fin fond de l'Amérique du Sud. En revanche, dans Faustin, il y a un combat réel et acharné pour créer ce monde meilleur, un combat entre les Lumières et leurs ennemis. Malheureusement, ce sont ces derniers qui sont en train de l'emporter. Comme le dit le père Boniface, et je le cite, « Nos réformateurs théoriques, unsere theoretische Menschenverbesserer, ont annoncé l'époque des Lumières un demi-siècle trop tôt. » Mais, en fin de compte, les ennemis de Lumière ne l'emportent pas dans le roman. Et je viens maintenant à son dernier élément important. Contrairement à Candide, le jeune Faustin ne demeure pas en proie à la déception et à la désillusion. Il trouve son Eldorado. Il le trouve en Europe, plus précisément en Allemagne. Tout d'abord, il le trouve en Prusse, auprès de Frédéric le Grand. Je cite, « La terre serait un paradis si les prétendus pères des peuples pensaient tous comme le grand Frédéric. » Et puis, il termine son voyage à Vienne, où Johann Tetzel lui-même va s'installer, où Joseph II vient de succéder à sa mère Marie-Thérèse en 1780. Faustin raconte les réformes du nouvel empereur, le relâchement de la censure, un édit de tolérance religieuse, les droits civiques octroyés aux Juifs, la fin de la servitude rurale, la réforme de la justice et plusieurs mesures pour limiter le pouvoir de l'Église catholique. Ce chapitre du roman s'appelle « La philosophie sur le trône ». Et c'est ici que le roman se termine. Je cite, « C'est sous le gouvernement de Joseph qu'aura lieu le triomphe universel de la raison et de l'humanité. C'est ici que commence le siècle philosophique. Unser Josephs Regierung wird es allgemeiner Sieg der Vernunft und Menschheit, wird das philosophisches Jahrhundert. » Là où les philosophes ont échoué, Joseph II, un vrai roi philosophe, a réussi. Voici donc ce roman de Faustin, et je voudrais vous montrer que ce roman illustre en fait une évolution très importante au sein des Lumières européennes, avec des implications, je pense, pour les réflexions sur leur héritage. Comment donc évaluer cet héritage ? Est-ce qu'on peut parler tout d'abord d'un ensemble cohérent de valeurs et des principes des Lumières qui seraient toujours vivants aujourd'hui et qui pourraient nous soutenir dans la crise actuelle ? Dans mes trois premières conférences, je n'ai pas abordé ce thème. Ce thème est, je dois dire, un véritable champ de mine, s'il en est un. Nous savons tous que les écrivains des Lumières étaient très souvent en désaccord profond sur une grande variété de sujets et que l'un de leurs passe-temps préférés était la critique brutale les uns des autres. Pourtant, la tentation est forte de chercher un noyau commun de valeurs et de principes au milieu de leurs querelles qui pourraient nous être utiles. Les choses que j'ai discutées dans cette série de conférences pourraient-elles nous aider à identifier ce niveau commun de valeurs et de principes ? Par exemple, pour retourner un peu aux conférences que j'ai faites, les nouvelles structures et pratiques du monde de l'édition que j'ai discutées il y a 3 semaines, ont-elles créé des conditions favorables pour la diffusion de certaines valeurs et de certains principes ?
Il s'agit de ces nouvelles structures et pratiques qui ont rendu possible des relations jusqu'alors inédites entre lecteur et auteur et qui donnaient ainsi aux lecteurs le sentiment de participer eux-mêmes à cette entreprise publique qu'étaient les Lumières. On pourrait peut-être faire l'hypothèse suivante. Plus les auteurs s'engageaient avec le public, plus il leur était important de jouir de la liberté d'expression. La plupart tiraient des bénéfices matériels de la publication de leurs écrits et étaient fiers d'être lus et connus d'un large public. Par conséquent, toute entrave à la liberté de dire ce qu'ils voulaient, en particulier la censure politique ou religieuse, leur était encore plus insupportable qu'elle ne l'aurait été pour les écrivains des époques précédentes. Les auteurs des Lumières, dans leur ensemble, considéraient en fait la censure comme une forme de contrainte artificielle et injustifiée sur l'échange intellectuel. Les auteurs du XVIIIe siècle auraient été également enclins, en raison de leurs interactions avec le public, à plaider pour l'expansion de ce public, et donc pour l'éducation. Certes, nombre d'entre eux avaient une piètre opinion quant aux capacités intellectuelles des paysans, des personnes de couleur et des femmes, bien qu'ils ne fissent guère d'efforts pour dissuader les femmes de lire leurs œuvres. Mais il était pleinement dans l'intérêt des auteurs, et pas uniquement pour des raisons financières, d'encourager l'éducation publique et de chercher à façonner le goût d'un public en pleine expansion par des écrits critiques. Puis, comme je l'ai proposé dans ma deuxième conférence, les nouvelles sortes d'interactions avec un public enthousiaste et engagé ont contribué à ce que j'ai appelé la découverte de la société, car elles offraient aux auteurs une expérience très différente de la société par rapport à celle de leurs prédécesseurs, qui avaient écrit beaucoup plus au sein de réseaux de patronage inscrits dans des hiérarchies sociales rigides. Les analyses de plus en plus sophistiquées des causes et des formes des interactions sociales, fondées en partie sur l'observation méticuleuse de sociétés très différentes des leurs, comme par exemple les Chinois, les menaient à l'idée que des formes diverses d'organisation sociale avaient une valeur égale et étaient également propices à la vertu. Donc encore ici peut-être une croyance en commun. Par ailleurs, les nouvelles réflexions sur le moi et la nouvelle valeur accordée à l'indépendance personnelle que j'ai discutée la semaine dernière auraient peut-être contribué à rendre les Européens plus enclins à considérer la liberté individuelle comme un principe politique fondamental et donc à soutenir la cause de ce qui serait appelé bientôt les droits de l'homme. Et enfin, comme dans le cas du père Boniface, la création de tant de nouvelles structures et pratiques aurait pu renforcer l'impression qu'une transformation de la société était bien en cours, que la société devenait plus éclairée, qu'il y avait donc un sens positif de l'histoire, un progrès continuel vers la modernité. Comme Dan Edelstein l'a affirmé dans un livre très important sur les Lumières, ce nouveau récit historique du progrès, ce nouveau sens d'une direction de l'histoire, était au cœur du monde intellectuel des Lumières et avait comme sujet principal la société. Le type d'analyse que je viens de faire très très brièvement ici présente des avantages et des inconvénients. Le principal inconvénient est que l'exercice est inévitablement hypothétique et repose sur des inférences qui ne peuvent être directement étayées par des preuves. Il est suggestif plutôt que décisif, à l'image d'un autre livre récent et important de Lynn Hunt, Inventing Human Rights, qui postule que la lecture de romans au XVIIIe siècle constituait une éducation à l'empathie et contribuait ainsi à l'émergence d'une idéologie des droits de l'homme. Le principal avantage de ce type d'analyse est qu'il évite la nécessité de réconcilier des textes complexes et parfois contradictoires, permettant ainsi à l'historien d'identifier un corpus de valeurs et de principes représentatifs des Lumières dans leur ensemble. Je pense que cet exercice, tel que je l'ai trop brièvement décrit ici, a peut-être de la valeur. Mais en même temps, il nous expose à un double piège. Tout d'abord, il nous incite à associer aux Lumières les valeurs et les principes qui sont les nôtres, c'est-à-dire de projeter nos propres idées sur le passé ou à faire une sorte de démigration dans le temps, pour reprendre la belle expression d'Albert Thibaudet dont Antoine Lilti a parlé dans son cours il y a quelques semaines. C'est un piège dans lequel sont tombés beaucoup des soi-disant défenseurs des Lumières, y compris ici en France, avec les défenseurs du soi-disant républicanisme, universalisme républicain.
Je pense aussi, par exemple, à ce livre récent de la très brillante philosophe Susan Neiman, Left is Not Woke, dans lequel elle affirme que les valeurs fondamentales des Lumières sont l'universalisme, la justice et le progrès, donc les valeurs que nous possédons nous aussi. Et puis, il y a le piège qui consiste à ne prendre en considération qu'une partie des Lumières, en ignorant d'autres éléments de leurs histoires qui ne s'inscrivent pas dans le schéma souhaité. Cela ne pose pas de problème si l'on admet que l'on peut toujours extraire certains aspects des Lumières afin de construire, pour ainsi dire, nos propres Lumières, mais cela devient beaucoup plus problématique si l'on cherche à formuler un argument historique sur ce que les Lumières étaient réellement. Le piège plus spécifique est de concentrer notre attention principalement sur une phase précoce des Lumières, sans réfléchir à ce qu'elles sont devenues au fil des temps. Et c'est sur cette problématique que je voudrais me concentrer dans le reste de cette conférence. Et comme je l'ai dit, le roman Faustin nous aide à replacer ces transformations chronologiques au cœur de nos analyses. Puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je voudrais attirer l'attention aussi sur un seul aspect de cette transformation qui a eu lieu au cours de l'histoire des Lumières, le sort du pluralisme dans l'histoire des Lumières. Par pluralisme, j'entends le principe selon lequel plusieurs intérêts et même plusieurs systèmes de valeurs ont le droit de coexister au sein d'un même État et que les gouvernements devraient les prendre en compte, les respecter et jouer même l'arbitre entre eux. C'est un principe fondamental des démocraties contemporaines, aussi important que ceux de justice, d'universalisme et de progrès discutés par Susan Neiman. Parmi les défenseurs de l'universalisme républicain contemporain, certains voudraient limiter assez strictement l'expression du pluralisme dans la société française, mais ils n'en contestent pas le principe fondamental. Il serait difficile de soutenir que des penseurs qui ne respectent pas le pluralisme puissent partager ce que j'ose appeler nos valeurs politiques aujourd'hui. Je ne veux pas dire par là que le pluralisme est une invention de la modernité. Certes, un pluralisme relativiste, selon lequel tous les systèmes de pensée ont une valeur égale, ça, c'est peut-être un phénomène de l'ère contemporaine surtout, mais il n'est pas nécessaire d'être relativiste pour conclure que la pluralité des idées et des intérêts et même de systèmes de valeurs différents apportent des bénéfices à un pays et que sa suppression entraîne de très forts inconvénients. Bien avant les Lumières, cette idée se trouve chez beaucoup d'écrivains célèbres, par exemple Machiavel dans les Discorsi. Et c'est sur le point du pluralisme, que l'évolution des Lumières s'avère particulièrement intéressante. Dans les années 1730 et 40, le défenseur le plus important du pluralisme, et je m'appuie ici sur les travaux de Catherine Larère et de Bernard Manin, est Montesquieu. Il va sans dire que dans l'esprit des lois, le grand écrivain bordelais reconnaît un pluralisme à l'échelle globale. Oui, le climat et l'histoire font en sorte que les États différents aient des lois différentes. Mais comme l'a montré Catherine Larère, Montesquieu défend également la possibilité du pluralisme au sein d'un même État. Dans l'esprit des lois, il accepte la possibilité qu'un seul État possède une diversité de lois et il met en avant la constitution mixte de l'Angleterre, où une partie du gouvernement enchaîne l'autre. Et puis, considérant ce passage de son livre « Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence », je cite « Ce qu'on appelle union dans un corps politique est une chose très équivoque qui fait que toutes les parties, quelque opposées qu'elles nous paraissent, concourent au bien général de la société, comme des dissonances dans la musique concourent à l'accord total. Il peut y avoir de l'union dans un État où l'on ne croit voir que du trouble, c'est-à-dire une harmonie d'où résulte le bonheur qui seul est la vraie paix. On voit ici une version politique que l'idée que la diversité, voire le conflit, peut à terme générer de l'harmonie. J'ajouterai que les historiens Dror Varman et Jonathan Sheehan ont mené une étude très précise de cette idée, c'est-à-dire que la diversité peut générer l'harmonie au XVIIIe siècle. Il la retrouve un peu partout, bien sûr de la fable des abeilles de Mandeville jusqu'à la main invisible d'Adam Smith. Parmi les penseurs politiques des Lumières, Montesquieu en donne l'exemple le plus important. Mais il n'était pas le seul. Le pluralisme a un rapport possible avec les structures et les pratiques que j'ai discutées il y a 3 semaines
et qui se développe de pair avec la révolution de la consommation. Plus les membres du public ont la capacité de se cultiver, de faire leurs propres choix sur leur manière de vivre et sur leurs idées, plus ils seront enclins à définir des intérêts divers et à exprimer des avis variés sur l'organisation et l'avenir de leur société. La quête de l'indépendance personnelle que j'ai abordée il y a une semaine va un peu dans le même sens. En somme, ces aspects du développement des Lumières étaient, si j'ose le dire ainsi, objectivement favorables à l'émergence des idées et des pratiques du pluralisme. Et j'ajoute que le pluralisme a aussi un lien intime avec le concept de société dont j'ai discuté l'évolution il y a 2 semaines. L'idée qu'il existe quelque chose qui peut être désigné comme la société et qui est composé de plusieurs éléments distincts peut inciter les auteurs à affirmer qu'il faut tenir compte des intérêts de chaque élément, mais pas nécessairement. Il y a 2 semaines, j'ai parlé aussi d'un discours prononcé en 1730 par cet philosophe allemand Christian Wolff, qui était au centre de la conférence. J'ai parlé de son discours sur le thème du roi philosophe. Ici, Christian Wolff voit dans certains empereurs chinois des modèles de ce type de souverain, qu'il rattache bien sûr aux idées de Platon. Pour Christian Wolff, le roi philosophe est un monarque absolu, et malgré le traitement que Christian Wolff lui-même a reçu des mains du roi absolu Frédéric Guillaume de Prusse, il demeure un partisan de cette forme de gouvernement. Et il soutiendra par la suite son grand patron qui était Frédéric le Grand. Plusieurs autres auteurs pensent de la même façon, surtout en Allemagne. Mais à partir de ce mouvement, les Lumières deviennent-elles progressivement plus favorables au pluralisme ? J'aurais voulu pouvoir dire que oui, pour me ranger fermement dans le camp de ceux qui se disent défenseurs des Lumières et qui trouvent dans les Lumières les origines de tout ce qui est valable dans la sphère politique de nos jours aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas le cas. En fait, ce qui se passe au cours du XVIIIe siècle est plutôt l'inverse. Et c'est ici que le roman Faustin, je pense, est très suggestif et vient à notre aide. Comme le suggère le roman, ce que nous appelons les Lumières commence à être reconnu comme un phénomène cohérent dès le milieu du XVIIIe siècle. Si les Français ne parlent pas toujours des Lumières au pluriel et avec l'article défini, ou les autres Européens de The Enlightenment ou même de Die Aufklärung, les observateurs identifient néanmoins quelque chose de nouveau qu'ils appellent alternativement la nouvelle philosophie, la philosophie tout court, les philosophes, les encyclopédistes et ainsi de suite. Appellation vague, certes, et qui ne recoupe pas exactement ce que nous entendons par les Lumières, mais qui indique au moins l'apparition de quelque chose de nouveau et d'important. Et bientôt, les Allemands commenceront à parler de Die Aufklärung, comme Johann Petzl. Mais si beaucoup d'observateurs applaudissent à ce phénomène, à la manière du père Boniface dans le roman, ceux qui lui prêtent l'attention la plus approfondie sont en revanche très critiques à son égard. Il s'agit des autorités politiques et religieuses, surtout au sein de l'Église catholique, qui commence vers le milieu du siècle à voir dans les Lumières une menace profonde et qui, de ce fait, entre en combat contre elle. Ici, je m'appuie sur un grand nombre de travaux, mais surtout par 2 réalisés par des collègues américains. Dans The Rise and Fall of Theological Enlightenment, Jeffrey Burson explique que pendant la première moitié du XVIIIe siècle, il y avait encore beaucoup de chevauchements et de coopération en France entre ceux qui seront connus plus tard comme philosophes, d'une part, et des membres du clergé, surtout des jésuites, d'autre part. Plusieurs jésuites espèrent intégrer les œuvres de Newton, de Locke et de Malebranche dans leur propre cadre intellectuel. Mais vers 1750, au fur et à mesure que les autorités cléricales se rendent compte de l'ampleur du défi posé à leur égard par les œuvres des Lumières, surtout par l'encyclopédie, ils interdisent toute forme de coopération et préparent des persécutions. Comme illustration, il vaut peut-être la peine de rappeler quelque chose dont j'ai parlé il y a 2 semaines. Lors de sa publication, Les Lettres persanes de Montesquieu, malgré la satire de l'Église et les propos relativistes de son auteur, ne sont pas très largement dénoncés comme impies ou anti-religieuses. Une courte conversation avec Montesquieu suffit pour apaiser les méfiances du cardinal de Fleury à son égard. Mais 30 ans plus tard, des figures au sein de l'Église commencent à dénoncer le livre plus vivement et il est mis à l'index. Donc, le livre de Burson. Et puis Darren McMahon, dans Enemies of the Enlightenment,
analyse le développement de la campagne contre les Lumières et ses suites. Il avance que la première définition cohérente des Lumières est précisément l'œuvre de ses ennemis, de leurs ennemis. Et c'est cette campagne contre les Lumières, menée par des figures cléricales, qui est bien sûr racontée dans le roman Faustin. Comme le suggère son auteur, l'illumination devient quelque chose de dangereux. Les livres des philosophes sont censurés et brûlés. L'encyclopédie de Diderot est supprimée et sa publication interrompue pendant des années. Dans une grande partie de l'Europe, les personnes découvertes en train de faire circuler, ou même simplement en possession des textes des Lumières, font face à de sévères punitions. Les théories du complot foisonnent. Un pamphlet intitulé « Épître du diable » à M. Voltaire, qui accuse l'écrivain de satanisme au sens propre, est réédité plus de 30 fois entre 1760 et 1789. Je dois ajouter qu'en réalité, les auteurs les plus célèbres courent moins de risques que leurs prédécesseurs du début du siècle. Cependant, ils sont maintenant conscients d'être la cible d'une campagne directement menée contre eux, comme dans le roman Faustin. Et quels sont les résultats de cette campagne? Chez les philosophes français, dans les années 1750 et 60, on observe un durcissement très net, un sentiment d'être en combat, comme en témoignent des lettres célèbres écrites par Voltaire à d'Alembert en 1761. Je cite Voltaire, « Que les vrais philosophes forment une confrérie comme les francs-maçons, qu'ils s'assemblent, qu'ils se soutiennent, qu'ils soient fidèles à la confrérie. Ô mes philosophes, il faudrait marcher serré comme la phalange macédonienne. » Et puis 2 ans plus tard, j'ai peur que vous, il s'adresse aux philosophes, j'ai peur que vous ne soyez pas assez zélés. Vous enfouissez vos talents. Vous vous contentez de mépriser un monstre qu'il faut abhorrer et détruire. À la fin des années 1790, l'ex-jésuite Augustin Barruel cherche à prouver que la Révolution française était le produit direct d'une conspiration philosophique. On suppose souvent qu'il a inventé les preuves de cette conspiration. Il n'en est rien. Son premier volume, qui compte plus d'une centaine de pages, s'appuie presque entièrement sur des sources publiées, principalement la correspondance imprimée des grands philosophes. Et ces notes en bas de page sont exactes. Il était en fait un très bon historien social des Lumières. Les philosophes avaient souvent un ton conspirationniste, et pour de bonnes raisons. Dans les dernières années de l'Ancien Régime, la persécution contre les Lumières s'atténue. Les philosophes réussissent à infiltrer les institutions culturelles les plus prestigieuses, telles que l'Académie française, mais leurs écrits ne deviennent pas nécessairement plus modérés, bien au contraire. Comme l'a montré Robert Darnton, le baron d'Holbach est l'un des auteurs les plus populaires de cette époque. Son système de la nature figure en tête des listes des best-sellers clandestins des Lumières françaises. Et une grande partie de son œuvre, très prescriptive, n'est rien d'autre qu'un appel à la destruction des églises et au renversement de l'ordre social européen. Je cite un passage typique. « Nous ne voyons pas sur la face de ce globe que de souverains injustes, incapables, amollis par le luxe, corrompus par la flatterie, dépravés par la licence et l'impunité. L'état de la société est un état de guerre du souverain contre tous. Périssent donc ces monstres. » Le mot-clé des philosophes pour désigner les forces qui les opposent et les persécutent est fanatisme. Et regardez la fréquence avec laquelle le mot fanatisme apparaît dans des textes français à partir de 1750. Vous voyez, c'est assez impressionnant comment le fanatisme devient mot d'ordre de ce qu'on peut appeler désormais le parti des philosophes. Sous ces conditions, quelles que soient les sympathies théoriques pour le pluralisme de la part des philosophes, très peu d'entre eux croient qu'il est possible d'instituer un pluralisme véritable dans l'Europe de leur temps. Même s'ils pensent la société comme un organisme autonome et complexe, dont les différentes parties ont le droit d'être écoutées et prises en compte, l'hostilité des autorités rend ce droit caduc. Comme le dit le baron d'Holbach, l'état de société est un état de guerre du souverain contre tous. Ainsi, la seule solution possible, à défaut d'une révolution politique immense, est de trouver un souverain différent, un souverain juste, un souverain éclairé, qui puisse imposer de force une politique saine. Et d'Holbach lui-même conclut son système social en s'adressant aux princes et aux souverains d'Europe,
et en leur disant qu'ils ont le pouvoir de façonner les esprits de leurs sujets et d'en devenir les dieux tutélaires. Donc il demande de l'aide au prince qu'il avait dénoncé. En 1770, d'Alembert écrit ceci au sujet des persécutions subies par les philosophes. Il dit « Mais, malgré ces persécutions, nous avons pour nous l'impératrice Catherine de Russie, le roi de Prusse et le roi de Danemark, la reine de Suède et son fils, beaucoup de princes de l'Empire et toute l'Angleterre. Lui aussi, en fin de compte, met sa foi dans les têtes couronnées. Dans les pays de langue allemande, où les écrivains éclairés ont le plus souvent des postes dans des universités et des écoles et dépendent directement du gouvernement, il paraît entièrement évident que tout progrès dépendra de la bonne volonté d'un prince. Je cite par exemple le pédagogue réformateur suisse Johann Heinrich Pestalozzi. Je cite « Je fonde mes espoirs sur la découverte d'un roi qui soit l'ami de l'humanité et le père de son peuple. C'est une pensée humiliante, mais vraie. Tout progrès dans le bon gouvernement des peuples doit émaner des cabinets des monarques. » Et voici précisément la thèse énoncée par Johann Tetzel dans son roman Faustin. Pour que le siècle devienne un siècle véritablement philosophique, la force des idées ne suffira pas. La rédemption ne viendra pas des livres seuls, quelle que soit leur force et leur éloquence. Il faut que la philosophie soit sur le trône. Il faut un Joseph II ou un Frédéric le Grand. L'histoire de la pensée économique en France illustre aussi très bien l'évolution vers cette acceptation de ce que le baron Grimm appellera dès 1767 le despotisme éclairé. Et je me réfère ici aux travaux importants d'Arnaud Horin. Dans le cercle de Vincent de Gournay, dans les années 1750, les discussions ont un caractère dialogique et très souvent, les textes donnés au public sont polyphoniques et invitent au débat. Les membres du cercle prônent une approche de la vie politique selon laquelle les opinions diverses peuvent être exprimées et peuvent se réduire, le verbe est de Forbonnet, jusqu'à ce qu'émerge une opinion commune. C'est en effet une vision pluraliste de la vie politique. Mais dans les années 1760, ce sont les physiocrates qui prennent le dessus dans les débats économiques et le ton change très nettement. Voici la vision de la politique selon le grand patron des physiocrates, François de Quesnay. Et je le cite, « Que l'autorité souveraine soit unique et supérieure à tous les individus de la société et à toutes les entreprises injustes des intérêts particuliers. Le système des contre-forces dans un gouvernement est une opinion funeste qui ne laisse entrevoir que la discorde entre les grands et l'accablement des petits. » Il va sans dire que cette évocation des contre-forces est une critique directe de Montesquieu. Et il est observé que Quesnay, dans ce même passage, qualifie les intérêts particuliers d'injustes et même d'illicites. C'est une position antipluraliste à l'état pur. Je n'ai pas ici le temps d'entrer dans une discussion de la philosophie politique de Rousseau, mais je ne peux m'empêcher de vous faire remarquer que l'on trouve dans le contrat social de Rousseau la même inculpation des intérêts particuliers, la même affirmation qu'une volonté générale exprimée par le souverain, dans ce cas-là un souverain collectif, doit l'emporter même sur la somme des intérêts particuliers. Personne n'a jamais accusé Jean-Jacques Rousseau d'être un pluraliste. Et la convergence de la pensée physiocratique et rousseauiste, telle que l'on la trouve par exemple dans Qu'est-ce que le tiers-État de l'abbé CIS, marque le rejet presque total du pluralisme vers la fin des Lumières françaises et vers le début, tragiquement, de la Révolution française. Pardon. Ce rejet du pluralisme, cette acceptation du despotisme éclairé, n'implique pas un rejet de la tolérance ni de la liberté d'expression. Selon la plupart des penseurs que je viens d'évoquer, il est essentiel que le public ait le droit de discuter librement, que des idées diverses puissent être débattues et que la critique fasse émerger les meilleures idées et les meilleures solutions aux problèmes auxquels les gouvernements sont confrontés. Mais en fin de compte, après les discussions et après les débats, c'est au prince de décider et au sujet de lui obéir. Et c'est en fait la position adoptée par Emmanuel Kant dans son texte célèbre « Qu'est-ce que les Lumières ?» Comme vous le savez, dans ce texte, Kant prône une liberté presque sans limite dans les discussions publiques. Comme il le dit, et je cite, « Cela seul peut apporter des lumières aux êtres humains. » Mais il insiste également sur le fait que les individus ne peuvent pas jouir de la même liberté quand ils sont dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Là, comme il dit, et je cite, il est interdit de discuter, il faut au contraire obéir. Autrement dit, même une liberté d'expression presque illimitée ne donne pas aux citoyens le droit de s'opposer aux ordres explicites de leur souverain, et ce dernier n'a aucune obligation de tenir compte de leurs opinions. Et comme Kant le souligne en passant, dans une référence évidente et approbatrice à Frédéric le Grand de Prusse, je cite, « Un seul souverain au monde dit « Discutez tant que vous voudrez et de ce que vous voudrez, mais obéissez. » Et je ne peux pas résister d'ajouter que c'est exactement le même propos émis récemment par un certain monsieur Yarvin, qui est comme Antoine Lulty a discuté dans sa dernière conférence la semaine dernière, qui est lui un des penseurs du mouvement trumpiste aux États-Unis. Et il voudrait dire aussi discuter tant que vous voudrez et de ce que vous voudrez peut-être pas, en fait, mais obéissez surtout. Et à ce propos, j'aimerais également citer un autre personnage très, très connu des Lumières. À l'âge de 24 ans, il écrit, je cite, que la liberté innée de l'homme doit lui être accordée dans la mesure du possible. 16 ans plus tard, il proclame, je le cite encore, « Tous ceux qui aiment la vérité doivent se réjouir de voir dire la vérité, même si elle leur est transmise par la voie inconfortable de la critique, de très belles déclarations en faveur de la tolérance et de la liberté d'expression. Mais la personne en question n'est autre que Joseph II, l'empereur d'Autriche et du Saint-Empire. C'est un homme qui a assoupli l'appareil de censure qu'il a hérité de ses prédécesseurs. Il prend comme adversaire l'Église catholique, ce qui le rend encore plus héroïque, aux yeux de plusieurs observateurs, que les autres souverains éclairés de l'époque. Mais il n'est pas du tout pluraliste. Il gouverne en monarque absolu, sa devise, et je la cite, « Tout existe pour l'État ». En fait, pendant son règne, il réduit considérablement l'autorité des corps intermédiaires. Il concentre le pouvoir plus que jamais auparavant dans le centre impérial de Vienne, en sa personne. Selon lui, le but de la liberté d'expression est de générer les meilleurs édits possibles pour permettre à l'État de prospérer. Mais il n'y a qu'un seul arbitre de ce qui sont les meilleures idées, lui-même. Et une fois qu'il a pris sa décision, son jugement est absolu, son jugement est définitif. Il n'est en aucun cas question, à ses yeux, d'accorder du crédit aux opinions concurrentes ou de tenter de parvenir à un compromis entre des groupes qui possèdent des intérêts, des opinions et des systèmes de valeurs différents. Je voudrais donc maintenant passer à la conclusion à la fois de cette conférence et de cette série de conférences. Et pour ce faire, je voudrais citer quelques phrases écrites par l'un des plus grands adversaires des Lumières, Edmund Burke, dans ses réflexions sur la Révolution en France, publiées en 1790. Dans ce livre, Edmund Burke évoque ce qu'il appelle les illusions agréables qui contribuent à la modération politique, des illusions qui sont, selon lui, liées aux sentiments qui rendent douce et belle la vie privée. Et puis, il dit, et je cite, « Toutes ces illusions seront dissoutes par ce nouvel empire conquérant de la lumière et de la raison. All these illusions will be dissolved by this new conquering empire of light and reason. » Un ton sarcastique, évidemment. Il est facile de nos jours de rejeter Burke comme n'étant rien d'autre qu'un défenseur désespéré de l'Ancien Régime, de ne pas prendre au sérieux son image des Lumières, qui développera par la suite de façon caricaturelle dans plusieurs écrits. Mais il faut se rappeler que les Lumières dont Burke fait ici la critique sont celles des années 1770 et 80. Ce sont des Lumières qui sont en lutte contre leurs adversaires, des Lumières qui sont en train d'être appropriées par des souverains absolus. Ce sont des Lumières prescriptives, dures et parfois intolérantes elles-mêmes. Burke est à l'origine d'une très longue tradition qui accuse les Lumières de transformer l'humain en instrument, en mécanisme, de lui enlever tout ce qui est en fait proprement humain. C'est une accusation qui, à son tour, devient très souvent caricaturale. Pourtant, cette accusation n'est pas entièrement dénuée de fondement. Et il n'est pas simplement question ici de quelques courants vulgaires et matérialistes de la pensée des Lumières. Il s'agit de l'évolution historique des Lumières dans leur ensemble au cours du XVIIIe siècle. Comme je l'ai suggéré dans cette conférence aujourd'hui, cette évolution est en partie une évolution tragique qui entraîne un rejet des tendances pluralistes visibles à une étape antérieure de l'histoire des Lumières. On peut certes en attribuer la faute aux adversaires des Lumières, mais la transformation est là et il faut la prendre en compte. Il y a une leçon qu'on peut peut-être donc tirer de cette histoire. Aujourd'hui,
un moment très sombre, il devient plus sombre chaque jour, je veux dire. On nous appelle souvent à défendre les Lumières, à nous réclamer des Lumières, à brandir les Lumières contre les obscurantismes qui nous menacent. Évidemment, j'ai énormément de sympathie pour ce point de vue, en tant qu'universitaire américain, au moment où les universités américaines sont menacées comme jamais dans leur histoire. Mais il faut se rappeler que, tout comme les Lumières elles-mêmes, la défense des Lumières peut devenir dure, prescriptive et intolérante à son tour. Le problème est d'autant plus sérieux si l'on fait des Lumières un bloc, un héritage qu'il faut respecter à tout prix, qui nous proscrit un ensemble de valeurs qu'il faut adopter. Oui, les Lumières sont un héritage, mais il faut distinguer entre deux types d'héritages. Il y a les héritages qui nous contrôlent, il y a les héritages que nous contrôlons. En fait, dire que nous devrions suivre aveuglément les consignes données par les Lumières n'est pas la bonne solution. Si on peut dire que les Lumières sont un héritage, elles sont également une ressource, un stock d'idées, de pratiques et d'exemples dont nous avons le droit et la responsabilité de choisir ceux qui nous conviennent le mieux. Dire que nous pouvons faire revivre les Lumières n'a pas de sens. Comme j'ai essayé de montrer dans cette série de conférences, les Lumières sont un phénomène historique complexe qui est entièrement imbriqué dans l'histoire sociale, économique, culturelle et politique du XVIIIe siècle. Et le XVIIIe siècle est terminé. Chose banale à dire, bien sûr, sauf que beaucoup des défenseurs autoproclamés des Lumières semblent ne pas y croire. Mais en fait, s'il y a des Lumières à défendre, ce sont les Lumières de notre époque, de notre siècle, des Lumières que nous construisons nous-mêmes, en nous inspirant non seulement des idées, des pratiques et des exemples du XVIIIe siècle, mais aussi de tout ce que nous trouvons utile ailleurs, surtout peut-être dans la longue et pénible expérience de la construction des démocraties représentatives et égalitaires. Autrement dit, nos Lumières à nous. Et je cite ici le grand adversaire de Edmund Burke, Thomas Paine. Je le cite, « Tout comme un homme ne peut appartenir à un autre homme, une génération ne peut pas appartenir à une génération antérieure. Chaque génération est et doit être compétente pour les fins que ses circonstances exigent. » Autrement dit, le vrai siècle philosophique est celui qui commence dès aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David, pour l'ensemble d'abord de ces 4 conférences et pour l'ampleur, l'ambition à la fois tout à fait admirable. Je pense que tout le monde a été sensible à la fois à l'ambition de ces 4 conférences comme ambition historique et historiographique de ce livre à venir de synthèse, mais c'est beaucoup plus déjà qu'une synthèse, d'une réflexion et d'une réinterprétation globale de l'histoire culturelle, intellectuelle et politique des Lumières et du XVIIIe siècle, autour de ces catégories, donc j'y reviens pas, tu l'as rappelé, et puis aussi pour l'ambition intellectuelle et politique qui est dans le travail que tu fais, qui était particulièrement présent aujourd'hui, d'actualisation critique des Lumières, ce qui évidemment ici est quelque chose qui en tout cas me parle particulièrement. Et tu es allé aujourd'hui très loin dans le... Je ne pensais pas qu'on entendrait un jour quand même une comparaison directe entre Immanuel Kant et Curtis Yarvin. J'avoue que j'aime bien en général aller un peu dans la provocation, dans la revisite critique de l'héritage des Lumières, mais j'avoue que celle-là, je l'avais pas vu venir, comme on dit. Alors, du coup, c'est cette question, peut-être pour lancer la discussion autour de cette question du pluralisme. D'abord, il y a 2 choses. Peut-être une question, c'est un peu une question comme ça en passant, mais il me semble que la question du pluralisme au XVIIIe siècle et dans la pensée des Lumières, elle est quand même très articulée à la question religieuse, qui a été très peu présente en fait dans tes... Et donc je me demandais si sur cette question du pluralisme au sens de la tolérance religieuse,
qui est quand même sans doute un des horizons où le pluralisme est le plus important à penser dans sa diversité. Est-ce que tu dirais que tu vois le même mouvement vers un rebasculement dans une pensée moins pluraliste à la fin du siècle? Donc ça, c'est est-ce que justement ça passe aussi du côté du matérialisme de quelqu'un comme Dolbach, etc. Et puis la deuxième question, c'est quand même, bon, voilà, pour aller sur cette idée, il me semble que tu associes la réaction aux attaques contre les Lumières et notamment le rapprochement avec les monarques, avec l'idée d'un anti-pluralisme. Et je me demande quand même si là on ne peut pas introduire une nuance, parce qu'il me semble que chez beaucoup d'auteurs, et même si évidemment pour nous ça implique un décalage pour le comprendre, mais l'appel à l'autorité d'un monarque fort, absolu, est en fait non pas une critique du pluralisme, mais une garantie du pluralisme. Avec cette idée qui peut être en partie rhétorique, mais qui est très nette, c'est qu'il faut un État fort pour justement garantir que la régulation de l'espace public, mais non pas, c'est très clair à mon avis dans le texte de Kant, mais aussi par exemple chez Diderot, quand Diderot il dit que il faut un État fort pour garantir l'élargissement de la sphère des Lumières. Et là, il parle, et c'est pareil chez Kant, c'est quand même plutôt une conception pluraliste, mais non pas pluraliste. Enfin voilà, pour préciser ma question, c'est qu'il y a un pluralisme qui est un pluralisme d'ordre intellectuel qui repose sur la pluralité de l'espace public, et il y a un pluralisme de la sphère politique et de la sphère de la représentation politique. Alors c'est vrai que les deux sont un peu décalés, mais il me semble que chez la plupart des auteurs des Lumières, il y a cette idée, il y a plutôt l'idée que le pluralisme politique viendra de toute façon dans un second temps, parce qu'il implique un moment, d'abord un pluralisme intellectuel qui va permettre une éducation générale des populations, qui permettra ensuite la démocratie représentative. Il se trouve qu'avec la Révolution, les choses vont s'accélérer. Mais il y a cet idéal, c'est pas, disons que je pense que par exemple chez Kant, c'est pas découplé en fait. C'est pas véritablement découplé, alors que chez les auteurs que tu as cités aujourd'hui, qui se réclament d'un dark enlightenment, etc., il y a au contraire l'idée de le découpler théoriquement. Et donc c'est une critique radicale de la démocratie représentative qui, d'une certaine manière, se repose même pas sur une question de pluralisme, sur une liberté d'expression qui n'est même plus un pluralisme, qui est une négation de l'idée même qu'il puisse y avoir une vérité. Donc voilà, je voulais savoir sur cette articulation pluralisme intellectuel, pluralisme politique, tu pouvais oui, absolument. Non, merci. Et voilà, ce sont des nuances très importantes. Je n'ai pas eu le temps de discuter ici. Je ne peux pas résister. Tout d'abord, tu as parlé plusieurs fois de l'ambition du projet. Je me souviens d'une vieille série télévisée britannique, Yes Minister, dans lequel si un fonctionnaire veut dissuader le ministre de faire quelque chose, il dit « Ah oui, ministre, c'est un projet très ambitieux ». Le ministre, tout d'un coup, se recule. On dit « Oh non, je ne voulais pas faire ça, n'est-ce pas ?» Donc, mais, ok. Pour ce qui est de la religion, oui, c'est une nuance absolument importante, mais je soutiendrai que le mouvement, et surtout, oui, bien sûr, au début du siècle, et avec un regard sur le passé et sur le passé du conflit religieux, l'idée de pluralisme, c'est surtout absolument une idée de pluralisme religieux. Mais au fur et à mesure que les débats procèdent au cours du XVIIIe siècle, tout d'abord, cette idée de pluralisme religieux devient plutôt une question simplement de croyance et du fort intérieur. Parce que les débats vont de pair avec l'idée de la privatisation de la religion, du recul de la religion, de la sphère publique. Et donc, on peut parler du pluralisme de religion sans impliquer que ces religions aient un rôle dans la sphère politique.
Le pluralisme religieux devient plus ou moins synonyme de liberté de pensée. Je sais, c'est beaucoup trop brutal et trop cru, mais je pense que globalement, c'est l'interprétation que je soutiendrai. Puis, c'est la question beaucoup plus difficile, on peut appeler l'horizon éventuel des idées, des évolutions politiques et de la possibilité dans l'avenir d'un véritable pluralisme démocratique. Et oui, je suis en fait d'accord avec toi, et je pense que oui, j'ai pas voulu faire de Kant le Curtis Yarvin du XVIIIe siècle, pas du tout. Mais ceci dit, l'horizon, c'est une ligne qu'on s'approche sans jamais l'atteindre, n'est-ce pas? Et même s'il croit que théoriquement, dans un temps futur, on arrivera à ce moment où les positions politiques différentes pourront s'exprimer et pourront même se faire concurrence. On n'y est pas encore arrivé. Il ne voit pas le moment où ça peut arriver. Et puis, on voit aussi chez beaucoup d'autres auteurs, dont les plus influents, que le futur, l'avenir ne contient pas du tout ce moment. Je cite par exemple le roman de Mercier, l'an de 2440. Voilà le pauvre type qui se réveille 700 ans dans l'avenir. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve une monarchie absolue en France, où même les bibliothèques sont très réduites parce que tout ce qui est bon est dedans et tout le reste a été rejeté, n'est-ce pas? Donc, je pense que oui, c'est un nuance très important et je ne veux pas. Et c'est important aussi pour distinguer précisément ces penseurs qui ne sont pas du tout des Yarvin et qui sont des penseurs vraiment sophistiqués et intéressants de ces propagandistes de notre siècle. Ceci dit, je pense que quand même ce qui se passe, grosso modo, c'est l'idée qu'on ne peut pas avoir le pluralisme chez nous maintenant. Et c'est ça qui importe, surtout pour les débats qui ont lieu à cette époque. En tout cas, je pense que l'idée de dissocier de dissocier les Lumières d'une sorte de grande généalogie du progressisme est, à mon avis, un geste tout à fait important pour nous permettre d'en mieux comprendre les contradictions et les difficultés. Je dirais aussi que, par exemple, dans Condorcet et dans l'esquisse, là aussi, il n'y a pas vraiment question d'un pluralisme à l'avenir. C'est question que les décisions peut-être démocrates seront... Mais il y aura une décision démocratique et puis la discussion est terminée. Il faut obéir aussi, même dans l'esquisse de Condorcet. Merci. Merci beaucoup.